Je vous présente en 2 mots la conférencière du soir. Enfin, je le fais parce que ça se fait, et puis il faut le faire, mais vous comprenez qu'elle est particulière pour moi ce soir. La conférencière de ce soir, c'est une co-conférencière, et donc Lucille Arnoux-Farnoux, maître de conférence en littérature comparée à l'Université de Tours. Elle est, comme vous le savez, spécialiste de littérature grecque contemporaine et traductrice. Sa dernière traduction vient de sortir, livre de Melpo Axiotti, Mon île, qui vient tout juste de sortir à la fin du mois de mai, au tout début du mois de juin en France. Elle est aussi spécialiste d'histoire des relations culturelles entre la France et la Grèce, et à ce titre, elle a été responsable des programmes Paris-Athènes toutes ces dernières années, qui se sont déroulés à l'École française d'Athènes. Avec son collègue Nicolas Manitaki, elle vient d'écrire une histoire de l'Institut français d'Athènes qui doit paraître très prochainement et que vous pourrez découvrir dans le courant de l'été très probablement. Je lui donne la parole tout de suite. Comment ça marche? Ah oui, c'est avec ça. Merci. Et tu fais... C'est ça ici pour avancer. J'appuie, oui, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir, Kalispera σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Je vous remercie à mon tour très chaleureusement d'être tous là ce soir. Comme vous allez le comprendre, je suis très émue, mais en même temps, c'est un grand plaisir de vous parler ce soir à partir de cette place, après un séjour de 8 ans à l'École française d'Athènes avec vous. Et non seulement vous parler, mais vous parler en particulier de ce sujet, car si on y réfléchit bien à ce sujet, c'est-à-dire les relations entre l'École française d'Athènes et la ville d'Athènes, se trouvait au centre de notre travail et en fin de compte, au cœur de notre vie. C'est pourquoi je me réjouis tout particulièrement. Je vais rentrer maintenant dans le vif de mon sujet. Ville d'Athènes. À l'occasion du cinquantenaire de l'EFA, en 1898, une médaille fut éditée. On en connaît surtout la face. Contemporaine de la Grande Fouille de Delphes, elle affirme nettement la vocation archéologique de l'EFA, avec la fouille, le mobilier, vases et sculptures, et les monuments, un temple et une église byzantine. Ces derniers manifestent la large ouverture chronologique des recherches sous l'égide de la jeune institution. Mais c'est le revers, moins connu, de cette médaille qui nous servira ce soir de point de départ. On y voit le bâtiment de l'école et l'acropole dans un raccourci aujourd'hui impossible, sauf avec un drone, mais qui à l'époque était un des charmes du bureau du directeur et de la terrasse. On a peu commenté cette mise en perspective officielle, sans doute parce qu'elle renvoie, comme une évidence, au nom même de l'établissement, l'École française d'Athènes. Mais il nous semble qu'elle exprime un lien entre l'institution et la ville qui mérite d'être explicité. C'est ce que nous entendons esquisser ce soir en 2 temps, en examinant tout d'abord comment l'école a été un acteur de l'histoire de la ville, ensuite comment la ville a été un objet d'intérêt pour la communauté scientifique qui a habité et habite encore au 6 de la rue d'Idotou. L'EFA donc comme acteur de l'histoire d'Athènes. C'est le point que je traiterai. Comme son nom l'indique, l'école française est indissociable d'Athènes. Elle ne se définit pas en effet par son objet d'étude, mais par la ville qui l'accueille depuis maintenant 173 ans. Si l'acte de naissance officiel, l'ordonnance royale du 11 septembre 1846, a été signé à Paris, c'est bien à Athènes que l'école a été conçue, dans une sorte de scène primitive
que nous raconte Théophile Homolle en 1897, s'appuyant sur le témoignage du fils de l'un des protagonistes, Tipaldo Kozakis. D'après ce dernier, c'est dans le salon de son père, rue Amalias, que la fondation de l'école française a été discutée, préparée, décidée début 1846 entre Coletti, alors président du Conseil, et Piscatori, ministre de France en Grèce. Issu d'une conversation de salon athénien, le destin de l'école est depuis lors lié à l'histoire de la ville d'Athènes et de la société athénienne. Voyons-en quelques aspects. Premier point, l'école comme acteur dans l'histoire urbaine de la ville. L'histoire de l'école s'inscrit dans le développement urbain de la capitale, dont elle est un exemple caractéristique. Les 3 maisons qu'elle a successivement occupées sont en effet toutes situées dans cette partie de la ville que l'on appelle la Néapolis, la ville nouvelle, au nord du Palais Royal et de la rue du Stade, secteur qui connaît une expansion rapide dans la seconde moitié du XIXe siècle. En février 1852, j'ai trouvé l'école française environnée de terrains incultes. Je l'ai laissée entourée de maisons, écrit Edmond About en 1854. L'école qu'a connue About, c'est la maison Gennadios, du nom de son propriétaire, Yorgos Gennadios. Maison où les 7 argonautes, comme on appelle la première promotion des Athéniens, et leur directeur, Amédée d'Aveluy, ont été logés à leur arrivée. Construite en 1845, rue Académias, entre les rues Zoodorhoupillis et Charilaou Trikoupi, qui s'appelait à l'époque Pinacoton, cette belle maison à 3 étages, d'un style néoclassique très simple, dotée de balcons et entourée d'un petit jardin, est caractéristique de ces habitations qui se construisent à l'époque dans la ville nouvelle, la Néapolis. Au 1er janvier 1856, cependant, d'Aveluy, qui mange régulièrement à la table du roi et se trouve un peu relégué rue Académias, loue la maison lemnienne, place Syntagma. Il s'agit du Mégaro Dimitriou, demeure d'Andonis Dimitriou Limnios, d'où le nom de maison lemnienne. Futur hôtel de Grande-Bretagne, construit en 1842 par l'architecte danois Théophile Hansen et, de l'aveu de tous, l'un des plus beaux bâtiments néoclassiques d'Athènes. Les membres et leurs directeurs y resteront jusqu'en 1873. Cependant, Émile Burnouf, devenu directeur en 1867, qui n'appréciait guère les palais, décida rapidement de quitter les fastes de la place Syntagma. Après avoir envisagé plusieurs emplacements, dont un près de l'Observatoire, Burnouf se tourne vers les confins nord de la ville et jette son dévolu sur un talus rocheux et désert. L'expression est de Georges Radet. Sur le versant ouest du Lycabette, au pied de la butte dite de la pierre fendue, Skisti Petra. L'État grec offre alors à la France ce terrain pour construire le nouveau siège de l'école. La pose de la première pierre a lieu le 20 novembre 1872. Burnouf raconte la cérémonie dans une note inédite qui se trouve aux archives de l'Université de Nancy, dont il était question tout à l'heure. En présence de Jules Ferry, les ouvriers procédèrent à l'immolation d'un coq afin de détourner les accidents dont les ouvriers pourraient être victimes au cours de la construction. Je cite Burnouf. La victime a été étendue par 2 maçons sur la pierre d'angle et l'un d'eux lui a coupé la tête avec le tranchant de son marteau, je crois. Non, pardon, oui, c'est bien ça. Avec le tranchant de son marteau. Ensuite, il a fait couler le sang sur la pierre en le projetant vers l'Orient et il a enseveli la tête dans la fondation de l'édifice. La construction de cette maison est traditionnellement attribuée à l'architecte français Eugène Tromp. Il séjourna à Athènes durant 25 ans, de 1873 à 1897, et y réalisa un grand nombre d'ouvrages, aussi bien pour des particuliers que pour les gouvernements grecs et français.
On peut citer par exemple l'extension du bâtiment central de la Banque nationale de Grèce. En ce qui concerne l'école, cependant, il semblerait que Tromp n'ait réalisé de manière certaine que la salle de conférence en 1896. Burnouf a en fait confié la construction de l'école à un ingénieur français, Piat, E.G. Piat, on ne connaît pas son prénom, comme le prouve cette vue de la façade portant sa signature, qui provient également des archives Burnouf à l'université de Nancy. Pardon. Voilà. Piat fait partie de ces nombreux ingénieurs et architectes français qui ont travaillé en Grèce dans le dernier quart du XIXe siècle, comme Tromp ou avant lui Florimond Boulanger. Piat était venu en Grèce en 1869, engagé par l'État grec afin de réaliser l'ouverture du canal de Corinthe, puis pour construire la ligne de chemin de fer Le Pirée-Lamia. Il a également été chargé par Andreas Singros des finitions et de la décoration intérieure de la demeure que le banquier se faisait construire exactement à la même époque, à l'angle de l'avenue de Kifissia, aujourd'hui Vassilissis Sofias, et de la rue Zalocosta. C'est l'actuel ministère des Affaires étrangères. Par la suite, l'école fera travailler d'autres architectes, français mais aussi grecs, comme Léonidas Bonis, beau-frère d'Henri Ducou. Formé en France, il est l'auteur de plusieurs bâtiments emblématiques d'Athènes, dont vous voyez certains à l'écran, entre autres le cinéma Rex à droite, et Panos Tsolakis, qui construit en 1962 le bâtiment administratif, dont vous voyez le plan à l'écran. Rappelons que l'on doit également à ce dernier, donc à Panos Tsolakis, dans le même quartier de Néapoli, en 1958, l'immeuble à l'angle des rues Academias et Harelaou Trikoupi, dans lequel se trouve le théâtre Olympia, siège de l'Opéra national, la Lyriki Skinny, jusqu'en 2017, et désormais théâtre musical municipal Maria Callas. Lorsque l'école est construite en 1873, elle se trouve à la limite du plan urbain de la ville, dans un secteur encore très peu construit de la Néapolis. Les constructions s'arrêtaient à peu près rue Academias. Une rue carrossable montait jusqu'à l'école, mais au-delà, les piétons seuls pouvaient continuer leur route, comme le note dans ses souvenirs le comte de Mouy, ministre de France en Grèce de 1880 à 1886. Au début, le bâtiment se trouve très isolé, au milieu d'un paysage nu et rocheux, comme vous pouvez le voir, mais l'école va contribuer à l'urbanisation du quartier. Tout d'abord, elle amène l'eau dans un secteur qui en était dépourvu, à part un torrent dont le lit se trouve sous la rue Merlier aujourd'hui et qui est indiqué sur le plan que vous avez à l'écran. Ensuite, l'école, comme l'y obligeait la législation en vigueur, a en 1893 installé les trottoirs tout autour de la parcelle, ce dont les dalles de marbre qui se trouvent devant l'entrée de la rue d'Idoutou témoignent encore aujourd'hui. En 1939, enfin, le directeur Robert de Mongel répond favorablement à une demande du ministre-gouverneur d'Athènes de participer au financement de la Semaine de la Verdure en plantant une partie de la rue d'Idoutou et de la rue Prassa. De Mongel rappelle au passage la contribution de l'école au reboisage du Lycabette par les plantations effectuées dans le jardin depuis presque 60 ans. Peu à peu, le quartier se développe autour de l'école. Le beau bâtiment néoclassique de l'école de droit est construit en bas de la rue Sina en 1880, celui de l'école de chimie, tout près aussi, à l'angle de la rue Solonos et de la rue Mavromirali, en 1887-1889. En 1889-1895, c'est l'église Aios Nikolaos qui est édifiée juste au-dessus de l'école, sur la parcelle plantée de pins par décision de Trikoupis dès les années 80. Évidemment, la photo est très postérieure. Les habitations particulières se multiplient avec quelques très belles demeures néoclassiques, comme la maison Dragoumis, en haut de la rue Massalias,
remplacé plus tard par le siège de l'Union helléno-américaine. Et vous voyez tout au fond de la photo l'école, le mur, le trottoir, les cyprès et un tout petit morceau du bâtiment. Ce quartier acquiert en même temps une coloration française, d'abord par le nom des rues, avec la rue de Marseille, Massalias, et bien sûr la rue Didot, ainsi nommée par décision du conseil municipal d'Athènes en l'honneur du typographe, imprimeur et éditeur Ambroise Firmin Didot, ardent philhellène, que la ville d'Athènes avait fait citoyen d'honneur lors de son deuxième voyage en Grèce en 1839. Ensuite, donc coloration française, ensuite par la présence de l'école Saint-Joseph, fondée et dirigée par les religieuses françaises de l'ordre de Saint-Joseph, qui s'installe en 1890 dans un bâtiment situé au 10 de la rue Harilaou Trikoupi, où elle est restée jusqu'en 1979, ou encore de l'hôtel Iorea Galia, et non pas Helada, édifié au milieu du XIXe siècle, rue Solonos, près du carrefour avec la rue Sina, à l'emplacement où s'élève aujourd'hui l'immeuble de l'Oté, désormais fermé. Deuxième point, l'école comme acteur social et politique. Dans les premières années, les membres participaient activement à la vie mondaine de la capitale. Ils fréquentaient la cour, où régnait l'étiquette allemande, mais qu'animait cependant l'humeur joyeuse et l'entrain de la jeunesse hellénique, selon Alfred Mézières, promotion de 1849. On y causait peu, écrit-il encore, mais on y dansait avec fureur. Une tenue de soirée avait même été mise au point pour les membres. Un frac avec palmes brodées de soie noire, une épée à poignée de nacre et un tricorne, uniforme qu'ils portaient pour les bals de la cour et d'ambassade. Les membres étaient aussi reçus dans quelques grandes maisons, chez les Mavrocordatos, Mavromichalis, Delianis, Souzos ou Valaoritis. Alors là, j'ai privilégié les dames pour les portraits. Et vous voyez à gauche le portrait de Fotini Mavromichali, qui était demoiselle d'honneur de la reine Amalia, et très très appréciée des argonautes et de leurs successeurs immédiats, parce qu'elle avait une éducation, pour son charme et son éducation européenne, elle parlait très bien français. Ils étaient aussi reçus chez deux aristocrates étrangères excentriques de l'époque, la célèbre duchesse de Plaisance et son amie Lady Ellenborough, alors comtesse Theotoki. Par la suite, lorsque les membres seront davantage absorbés par des travaux de terrain, cette dimension mondaine s'atténuera. Ils participent également à la vie culturelle de la ville, comme le montre leur correspondance privée. Jean Hatzfeld, par exemple, membre de 1908 à 1900, j'ai écrit 9, mais c'est pas ça du tout, 1911, va régulièrement au théâtre. En novembre 1908, il assiste ainsi à une pièce dont il ne donne ni le titre ni l'auteur, mais dont on comprend qu'il s'agit d'une œuvre de Xenopoulos, Fotini Sandri, justement créée en 1908 par l'actrice Kivelli et sa troupe nouvellement formée. Alors l'affiche qui est à l'écran est postérieure, elle date de 1914, d'une représentation à Constantinople, mais à gauche, vous avez donc l'actrice dans le rôle de Fotini Sandri. Il va ensuite voir une revue au théâtre panhellénique, puis assiste à une représentation de la Belle Hélène en grec. Grand mélomane, il suit aussi assidûment l'actualité musicale de la capitale et va au concert. De leur côté, les directeurs successifs donnent régulièrement des réceptions où est reçue la bonne société athénienne, intellectuelle et académique. À l'époque d'Homole, le salon directorial est à l'image de celui des grandes maisons athéniennes. Et en 1936 encore, Robert de Mangel invite à une soirée musicale. Afin de faciliter leur rapport avec les Grecs, surtout dans les voyages, les membres s'efforcent d'apprendre rapidement le grec moderne. Les 3 premières années
de 1846 à 1849, un professeur est officiellement engagé pour leur donner des leçons. Il s'agit du lexicographe Skarlatos Visandios, auteur d'un dictionnaire grec-français qui paraît justement en 1846 et qu'il dédie à Louis-Philippe, roi des Français. Mais la forme d'engagement dans la société athénienne la plus poussée qu'ait eue l'école dans toute son histoire est celle de l'enseignement du français. La promotion de la langue et de la culture française faisait en effet partie de ses missions premières, inscrites en 1846 dans l'ordonnance de fondation. De fait, le diplomate Piscatori demande très vite aux membres d'organiser des cours publics de langue et de littérature française. Ceux-ci ont lieu à partir de novembre 1847 dans la maison Gennadios. Il remporte un franc succès auprès de la société athénienne, mais Piscatori quitte Athènes pour Madrid et au bout de 2 ans, l'entreprise tourne court faute d'une structure adéquate. Cette structure, Théophile Homol, directeur de 1890 à 1903, va l'inventer une 50aine d'années plus tard, peu après l'édification, sous ses fenêtres, rue Arakovis, de l'école allemande, construite sur les plans de Dörfeld et agrandie en 1928. Homol a l'idée de créer lui aussi une école, afin d'une part de favoriser la diffusion de la langue et de la culture française, et d'autre part de former les professeurs de français en Grèce. L'établissement, construit sur des terrains achetés dans le prolongement de la parcelle de l'école, avec l'argent légué à l'État français par l'ingénieur Henri Giffard, d'où le nom de École Giffard donné à l'établissement. Du moins c'est le nom couramment employé, ça n'a jamais été le nom officiel, ouvre en novembre 1907 et connaît une croissance rapide sous la houlette des directeurs successifs et grâce au dévouement des membres et anciens membres qui y enseignent, comme Louis Roussel ou Fernand Courbit. Le nombre d'élèves augmente régulièrement, si bien que dès 1914, sous la direction de Gustave Fougère, des travaux sont entrepris pour agrandir le bâtiment. En 1925, année où Octave Merlier arrive pour remplacer Louis Roussel au poste de professeur principal, l'Institut supérieur d'études françaises, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle désormais, à partir de 1918, compte 650 inscrits. À noter que quelques années plus tard, en 1931-1932, est construite par Pikionis, un peu plus haut sur le Lycabet, une école primaire grecque, ce qui donne à l'ensemble du quartier un caractère très scolaire, pourrait-on dire. Je reviens à notre institut. L'établissement diversifie son offre de cours au fil des années, ouvrant même en 1923 des cours de dessin assurés par 2 architectes russes attachés à l'EFA, Youri Fomin et Latry. En 1928, enfin, le cours spécial de préparation au professorat de français est créé et à partir de 1930, l'école française est officiellement chargée par l'État grec de la formation des professeurs de français pour l'enseignement secondaire grec par le biais de l'Institut supérieur. En 1945, cependant, au terme d'un long processus d'autonomisation amorcé dès 1937-1938, l'Institut supérieur d'études françaises, désormais Institut français d'Athènes, dirigé par Octave Merlier, devient totalement indépendant de l'école et se dote en 1950 d'un nouveau bâtiment construit par Ducou et Bonis. J'en arrive maintenant au 3e et dernier point de mon exposé, l'EFA, l'école française d'Athènes, comme acteur de la vie culturelle décidément athénienne. Je ne sais pas ce que j'ai avec l'Italie. Outre les cours de français, l'école organise de nombreuses conférences sur des sujets archéologiques dans le cadre de l'Institut de correspondance hellénique, fondé par Albert Dumont, et sur des sujets littéraires, français ou grecs, dans le cadre de l'Institut supérieur d'études françaises ou de l'école française elle-même.
Ainsi, le 23 janvier 1922, l'école d'Athènes célèbre le tricentenaire de la naissance de Molière par une conférence de Louis Roussel avec une introduction de Charles Picard. Et l'année suivante, pour le centenaire de la naissance d'Ernest Renan, c'est Charles Picard qui donne une conférence sur Ernest Renan et la Grèce dans la grande salle des fêtes de l'école. En 1925-1926, tout un cycle de conférences sur la littérature française est organisé avec les professeurs de l'Institut comme orateurs. En janvier 1927, autre exemple, André Mirambel, qui enseigne alors à l'Institut, fait à l'école une conférence sur la Grèce moderne dans la littérature française des origines à la fin du XVIIIe siècle, qui attire un nombreux public et dont le texte est publié intégralement dans Le Messager d'Athènes durant le mois de février 1927. Par ailleurs, la conférence annuelle du directeur sur les travaux de l'école est suivie chaque année par des officiels, y compris des représentants de la famille royale, en sus du public mondain et académique habituel. Dans son rapport de 1940, Robert Demangel note avec satisfaction que le roi a assisté chaque année à sa conférence depuis 1937. Au-delà des conférences, l'école a été le cadre d'un certain nombre d'événements qui ont marqué la vie culturelle athénienne. L'un des plus importants est sans aucun doute la première interprétation publique de l'hymne à Apollon, découvert en 1893 à Delphes. Celle-ci, cette interprétation publique, a lieu le 29 mars 1894 après-midi, dans la bibliothèque de l'école, en présence du roi Georges Ier et de la reine Olga. L'hymne, dont la transcription avait été effectuée par Théodore Reynac, était interprété par un chœur de 4 chanteurs, accompagné au piano par Louis Nicole, auteur de l'arrangement musical. L'auditoire était fort ému et le roi demanda même une seconde exécution. L'événement fit grand bruit et trouva un large écho dans la presse, non seulement en Grèce, mais aussi en France et partout dans le monde, comme le montrent les extraits de journaux que vous avez à l'écran. Le retentissement dans la société athénienne fut tel qu'on en trouve la trace jusque dans la revue théâtrale Ligoapolla, dont la première eut lieu le 31 août 1894, 5 mois après la cérémonie à l'école. Dans l'une des scènes, Apollon, descendu en vélocipède de sa colonne de l'Académie, se plaint que tout le monde interprète son hymne de travers et entreprend d'en chanter la véritable version, laquelle se termine par un quadrille endiablé. L'école est également à l'origine de projets ou d'événements dans le domaine de la mise en scène de la tragédie antique, dans le cadre des fêtes anniversaires. En 1897, pour les fêtes du cinquantenaire, il était prévu que la Comédie Française vienne jouer Oedipe roi au théâtre de Dionysos. Mounès Sully, dont le rôle d'Oedipe était l'un des grands succès et qu'il avait joué en 1888 au théâtre antique d'Orange, était enthousiaste. Comme l'écrivait Homol en janvier 1897, ce devait être un événement littéraire européen, une émotion artistique incomparable pour les assistants et pour la comédie, un triomphe. Malheureusement, le projet fut abandonné en raison du contexte politique lié à la défaite de la Grèce dans la guerre gréco-turque. En 1947, en revanche, lors des fêtes du centenaire, le groupe de théâtre antique de la Sorbonne fut convié à l'école à donner plusieurs représentations. Agamemnon d'Échille au théâtre d'Hérode Atticus et les Perses au théâtre d'Épidore. Antigone de Sophocle devait être jouée au théâtre de Delphes, mais il était impossible de se rendre sur le site en raison de la guerre civile, et la pièce fut finalement jouée à l'école devant le pavillon des membres. Il s'agit là d'événements culturels importants que l'on pourrait presque qualifier d'avant-garde, car à cette époque, il n'y avait encore eu que très peu de mise en scène de théâtre antique dans les monuments eux-mêmes, après les fêtes delphiques de 1927 et 1930.
De plus, les représentations du groupe de théâtre antique de la Sorbonne, avec leur parti pris de stylisation, rompaient avec les codes habituels de la mise en scène du théâtre antique en Grèce. L'école joue enfin un rôle dans le domaine artistique. Jusqu'à la création de l'Institut français, c'est elle qui introduit les artistes français auprès du public athénien. Parmi les écrivains, citons Ernest Renan, qui fréquente assidûment les lieux lors de ses 2 séjours à Athènes en 1865, envisageant même, à la suite de ses contacts, de présenter sa candidature à la direction, ce qu'il ne fit pas finalement. Charles Maurras, également, venu suivre les Jeux olympiques, qui visite l'école un soir d'avril 1896 et fait l'éloge de son jardin et de la vue sur l'Acropole. Maurice Barrès, enfin, qui, évoquant dans le voyage de Sparte sa rencontre avec les membres au printemps 1900, reproche aux archéologues de l'école d'avoir détruit le palais des ducs d'Athènes sur l'Acropole. Parmi les musiciens, on peut citer le chef d'orchestre et compositeur Bourgault du Coudray, qui séjourne plusieurs semaines à l'école en 1875 au titre d'une mission du ministère de l'Instruction publique pour venir étudier en Grèce les chansons populaires et la musique ecclésiastique. À son retour en France, il publie ses souvenirs d'une mission musicale en Grèce et en Orient, une étude sur la musique ecclésiastique grecque et 30 mélodies populaires de Grèce et d'Orient. Et il fait offrir à l'école le piano à queue qui trône encore dans le salon du directeur. Parmi les peintres, l'école a accueilli entre autres Paul Bret, qui a séjourné à l'école de 1927 à 1929 lors de son premier séjour en Grèce avec une bourse de l'État. Il fera ensuite de nombreux voyages et séjours en Grèce jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'école a aussi œuvré à la promotion d'artistes grecs, comme le montrent les 3 exemples suivants. En mars 1918, d'abord, Gustave Fougère obtient le soutien financier de la Ligue franco-hellénique, dont il est le président, pour la tenue d'une exposition franco-grecque à Athènes. L'exposition, placée sous l'égide de la Ligue et inaugurée aux Apiones le 28 avril 1918, présente des peintres grecs ainsi que des peintres français de l'armée d'Orient déjà exposés à Thessalonique en 1916. Et si vous regardez la photo en haut à gauche, on voit effectivement des tableaux de Paul Jouve sur la cloison, tableau qui avait été exposé en 1916 à l'exposition de Thessalonique. Il semblerait que Fougère ait ensuite contribué, toujours par le biais de la Ligue, à l'organisation de l'exposition du groupe d'artistes Oma Vaterni à Paris en 1919, mais c'est un sujet à explorer encore. L'école française et les membres ont également entretenu un lien privilégié avec le sculpteur grec Thanassis Apartis, qui avait été l'élève de Bourdelle à l'atelier de la Grande Chaumière. Contraint en mars 1940 de quitter Paris, où il vit depuis 1919, et de s'installer à Athènes, l'artiste trouve un soutien à la fois moral et économique à l'école, où il se lie d'amitié avec les membres et le directeur Robert Demangel. Ceux-ci lui passent plusieurs commandes à titre privé. Donc vous voyez à l'écran, à gauche, le sculpteur lui-même, Apartis, en train de travailler au buste de Robert Demangel, et à droite, les 4 médaillons qu'il a effectués, donc pour les membres, Pierre Amandry, Henri Metzger, Roland Martin et François Chamou. Les 3 premiers en 1942 et le 4e, semble-t-il, un peu plus tard. C'est donc les membres et le directeur lui passent des commandes à titre privé, mais il réalise également pour l'école, dans le cadre des fêtes du centenaire, la stèle élevée devant le pavillon de la section étrangère à la mémoire des membres de cette section tués pendant les 2 guerres mondiales. Il est aussi l'auteur de la stèle en l'honneur de Maurice Holleau,
inaugurée à Délos à l'occasion du centenaire et exposée dans le hall du musée du site. Cette importante contribution artistique lui vaut d'être décoré des palmes académiques. Enfin, on mentionnera pour mémoire l'activité des membres qui, à titre personnel, ont contribué à faire connaître la littérature grecque en France. La revue libre de Louis Roussel, diffusée de 1922 à 1936, a permis de faire connaître au public français l'actualité littéraire grecque. Et là, j'ai sélectionné le numéro 10 de cette revue parce que on voit qu'il écrit une présentation critique du roman Le Condamné de Constantin Théotokis, à l'occasion d'une réédition du roman à Athènes. Et plus récemment, donc, le directeur Pierre Amandry a traduit en 1955 Le Christ crucifié de Kazantzakis et avec Lula, sa femme, Terre éolienne de Ilias Vénésis en 1946. Il n'était pas encore directeur à l'époque, mais il a passé toute la période de la guerre en particulier à l'école en tant que membre. Voilà retracé brièvement la place de l'école française dans l'histoire de la ville et de la société d'Athènes. Je passe maintenant la parole à Alexandre Farnoux pour la suite de cet exposé. Et je vous remercie. Je vais donc finir sur cette deuxième aspect du sujet que nous avons entrepris de traiter avec Lucile, où je vais étudier comment la ville d'Athènes, cette fois-ci, est devenue un objet d'étude de l'école française d'Athènes, de son origine jusqu'à aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il ne l'est pas devenu, et par quel biais on peut analyser cet intérêt scientifique, cette fois-ci, pour la ville. Comme on vient de le voir, l'école fut à des titres divers un acteur de l'histoire de la ville sur des plans très différents que Lucile a passé en revue avec quelques exemples. Je voudrais maintenant examiner quelle place l'école a réservée à la ville dans ses programmes scientifiques. Tout d'abord, l'Athènes antique et byzantine. L'intérêt des premiers membres pour Athènes et l'Attique a été immédiat. L'importance historique, évidemment, des vestiges a certes joué un rôle dans cette attraction. On était à Athènes, sous l'Acropole. Mais la raison principale est sans doute le manque de moyens qui affecte la jeune école. Il était plus simple de travailler dans la ville et ses alentours, dans la mesure où on était dans un établissement qui ne disposait d'aucun budget pour fonctionner et qu'il n'obtiendra ses moyens de travail sur le terrain pour faire des voyages et des fouilles qu'à partir de 1851 et encore de manière extrêmement parcimonieuse. Il n'y a donc pas de crédit de recherche pour le terrain et les membres prennent sur leur salaire pour voyager à travers le pays. Charles Lévesque se souvient en 1898, avec d'aussi minces ressources, les voyages hors de l'Attique étaient les uns difficiles, les autres impossibles. On dut se borner à étudier, sans se lasser, Athènes, ses monuments et ses environs. Ainsi, Charles Henriot, promotion de 1846, donc un des Argonautes, composa son mémoire sur les dèmes de l'Attique et leur localisation, ainsi que sur la localisation possible de l'Agora d'Athènes. Avec la réforme de 1850, tout va changer. Un arrêté place l'école sous la tutelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris, et il y était décidé, dit l'évêque, que chacun des membres de l'école serait tenu d'envoyer avant le 1er juillet de chaque année au ministre de l'Instruction publique et des Cultes un mémoire sur un point d'archéologie, de philologie ou d'histoire, choisi dans un programme de questions que l'Académie serait invitée à présenter au ministre. L'arrêté crée ainsi ce qu'on peut appeler les envois d'Athènes sur le modèle des envois de Rome, c'est-à-dire ce concours que passent les artistes à Paris et quand ils en sont lauréats, ils sont envoyés à la Villa Médicis travailler en Italie et ils sont envoyés jusqu'à l'école d'Athènes.
Pour publier ces rapports de mission, donc des membres de l'école, on créa une collection intitulée Archives des missions scientifiques et littéraires, choix des rapports et instructions. Le premier tome est publié en 1850 et il est intéressant de noter que dans le premier tome, il est consacré aux travaux de l'École française d'Athènes. Il s'intitule d'ailleurs École française d'Athènes et ce sont les travaux d'Émile Burnouf, le vieux Pnyx, puis les Propylées, qui relatent des travaux faits en 1848 qui sont présentés. Puis ensuite, Ernest Bellet entreprend de traiter le sujet proposé par l'Académie, la description de l'Acropole. Il vaut la peine d'examiner ces travaux de ces deux membres, Émile Burnouf et Ernest Bellet. Émile Burnouf, membre en 1946, outre les deux études signalées plus haut, dressa une carte remarquable des ruines d'Athènes, une des plus complètes de l'époque, commencée en 1849 et complétée pendant les années de sa direction, de 1867 à 1875. Mise au net et exposé à Paris en 1876, ce plan a été partiellement publié pour la partie occidentale en 1856 dans les fameuses archives des missions, avec une attention particulière pour le rempart de la ville, les vestiges des maisons sur la colline de l'Aréopage, de la Pnyx et de la colline des Muses. Plus de 800 vestiges sont inventoriés en tout. Un intérêt pour l'espace urbain, avant tout, les rues, les citernes, les puits, les tombeaux, qui se superposent au plan de la ville contemporaine qu'il a sous les yeux. Ce sont des plans qui sont exploités aujourd'hui par la société d'Ipylon, Society for Study and Ancient Topography. Ernest Bellet, de son côté, arrivé à Athènes en 1849, entreprend de fouiller l'Acropole, en particulier le secteur des Propylées, à la suite du sujet de 1851, pour étudier l'accès antique. Il déclare d'ailleurs tout de suite « Le problème de l'entrée de l'Acropole est très sérieux. Il ne peut être résolu que par des faits positifs, c'est-à-dire par des fouilles. » Et il va fouiller ici avec un très maigre budget. C'est donc la première fouille de l'école française d'Athènes, en Grèce. Et c'est donc à Athènes que l'école a fait son baptême du terrain, en quelque sorte, et qu'elle doit à la ville ses premières armes en archéologie. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs la fureur de Barès qu'évoquait tout à l'heure Lucile à propos du démontage sur l'Acropole du château des ducs français. D'autres membres vont consacrer une partie de leur recherche à l'Athènes antique. On peut citer une fouille aux céramiques faite par Karl Wecher, membre en 1859, sur la tombe d'Agathon, près de la porte du Dipylone, publiée dans la revue archéologique. On trouve aussi, dans les premiers bulletins de correspondance hellénique, la publication d'inscriptions provenant du Laurion et de différents points de l'Attique. À côté de ces travaux des membres, on peut ajouter les travaux accomplis par les architectes de l'Académie de Rome, de la Villa Médicis, lauréat de ce fameux prix de Rome, qui viennent séjourner plusieurs mois en Grèce. En effet, on l'a un peu oublié, mais en 1847, l'école française d'Athènes a été dotée d'une section artistique pour accueillir ces architectes. Et il y avait même, dans les différents bâtiments que l'école a occupés, les 3 bâtiments dont on a parlé tout à l'heure, une chambre de l'architecte qui était prévue pour ces prix de Rome. Daveluy, le premier directeur, en 1853, fait l'éloge du travail de ces architectes et recommande aux membres de travailler avec eux. On compte au moins 17 architectes venus à l'école entre 1851 et 1884, 17 en tout, dont un peu moins de la moitié ont travaillé sur les monuments de l'Acropole. Le plus connu, Tétase, consacra ainsi son envoi à l'Érechtheion en 1848 et Boîte aux Propylées en 1864, pour citer 2 exemples. Bellet utilisera dans son étude l'Acropole d'Athènes les dessins et les commentaires de Tétase. C'est ce que vous avez sur la partie droite de la diapositive. C'est le dessin que Bellet publie à partir du relevé et des analyses de Tétase. Il est à noter que ces relevés et restitutions de très haute qualité ont été très peu publiés et finalement assez peu utilisés par les architectes. On l'a déjà signalé à plusieurs reprises. Ils ont été publiés uniquement dans de grands récits, dans de grandes séries, lancées par Hector Despuy, lui-même pensionnaire de la villa. Ça a été des grands succès éditoriaux en France, assez peu pratiqués par les archéologues. Et la section artistique de l'école française d'Athènes sera supprimée en 1874, malgré l'énorme travail accompli sur l'Acropole et en Attique. Un dernier cas qui associe l'école et Athènes dans une perspective scientifique, c'est un cas qui réunit un byzantiniste, Millet, et l'architecte dont on parlait tout à l'heure, Trump. Un des
Ce cas mérite d'être mentionné puisque Eugène Tromp, avec l'aide de Henri Convert et Gabriel Millet, membre en 1891, ont été chargés d'intervenir au monastère de Daphni. Millet a consacré son mémoire à Daphni en 1994. Il a approfondi son travail en 1997 pour livrer une publication complète du monument en 1999. Eugène Tromp, de son côté, s'est vu confier par la Société archéologique en 1995 la restauration de l'église. Cette intervention était rendue nécessaire par le tremblement de terre de 1994. Il consistait en divers travaux de stabilisation, démontage, remontage et de drainage. Et Eugène Tromp a publié une plaquette sur ses travaux en Grèce et à Athènes en particulier, intitulée « Quelques vieilles églises byzantines de la Grèce moderne » avec un grand chapitre pour Daphni. Au début du XXe siècle, l'intérêt des membres de l'école pour Athènes et ses monuments se tarit peu à peu. On trouve certes les monumentales publications un peu oubliées de Charles Picard et de Maxime Collignon sur l'Acropole, publiées chez Boyancé en 1912, avec d'extraordinaires photographies de Boissonnas. On peut aussi citer des études sur des collections au Musée national, au Musée épigraphique, au Musée numismatique, dans le BCH. On en trouve assez régulièrement. On rappellera aussi pour mémoire la reconstruction du trésor des Athéniens à Delphes, menée par Joseph Replat, architecte de l'école française d'Athènes, de 1903 à 1906, sur initiative du gouvernement hellénique et financement de la mairie. L'école française d'Athènes, ici, a soutenu les intérêts de la ville à Delphes pour remonter ce monument. Ce bilan limité, après de brillants débuts, s'explique bien sûr par l'implication des autres instituts étrangers, l'école américaine sur l'Agora, l'Institut allemand aux céramiques par exemple. Mais il s'explique, je crois, surtout par le choix que fit l'école d'exploiter les pistes offertes par les missions scientifiques de la première moitié du XIXe siècle qu'on lui avait encouragé à faire. En particulier à Délos, à Delphes, à Thasos, mais aussi hors de Grèce, en Asie mineure. Ici, une carte qui avait été élaborée il y a quelques années rassemblant l'ensemble des points sur lesquels l'école française avait travaillé depuis 1846. Et vous voyez évidemment que Athènes n'est qu'un point parmi beaucoup d'autres. C'est d'ailleurs Émile Burnouf lui-même, l'auteur du plan d'Athènes, qui lance les premières fouilles sur financement public, cette fois-ci, non pas à Athènes, mais à Théra, en 1869, à la suite de l'éruption du volcan de Santorin, où apparaissent des vestiges de l'âge qu'on va comprendre être comme un âge antérieur, un âge préhistorique, et il va organiser ces fouilles qui seront menées par 2 membres de l'école. Ce sont les premières fouilles sur financement public de l'école d'Athènes, et lui-même, quand il fouille, ce n'est pas à Athènes, c'est avec Schliemann à Troyes, aux fouilles de Troyes. On a le carnet de fouilles de Troyes de Victor Burnouf dans les archives que nous venons de numériser à Nancy. La vocation archéologique de l'école française d'Athènes est donc née à Athènes, mais elle a poussé les membres hors d'Athènes et de l'Attique, cette vocation archéologique. À propos de l'Athènes moderne et contemporaine, on peut voir que l'intérêt des membres pour ce sujet scientifique est aussi extrêmement restreint. Il y a un intérêt certain chez les membres, mais non scientifique, personnel et à destination du grand public, qui se manifeste en revanche de manière constante entre 1850 et 1939. C'est Émile Burnouf, par exemple, qui nous fournit le premier exemple. Dans son livre « La ville et l'acropole d'Athènes aux diverses époques », publié en 1867, il étudie l'histoire de la ville depuis l'époque turque jusqu'à l'époque primitive, en remontant dans le temps et en commençant par l'époque turque, qui est la 7e époque, et en détaillant l'état de la ville qu'il a pu observer. Ensuite, c'est Gustave Fougère, membre en 1885, puis directeur de l'école à partir de 1913, qui rédige le volume sur Athènes dans la collection grand public, les villes d'art célèbres, avec une deuxième partie consacrée à la ville byzantine, franque, turque et moderne, publiée en 1912 et maintes fois rééditée dans l'entre-deux-guerres. Dans la même veine, on peut citer 2 petits livres publiés par l'association Guillaume Budet, faits par un membre de l'école, Auguste Jardet, intitulé Les Athènes anciennes en 1930, l'autre par Octave Merlier, L'Athènes moderne, alors professeur à l'Institut supérieur d'études françaises, école placée sous l'autorité du directeur de l'école, comme on l'a vu. On trouve de nombreuses traces de l'activité éditoriale des membres dans la littérature de tourisme, où ils mettent à disposition du grand public leur connaissance du terrain et de la capitale en particulier. Ainsi, Bernard Aussoulier rédige en 1896 le volume sur Athènes et ses environs pour la collection des guides Johannes, et Gustave Fougère en fait une nouvelle édition en 1906. Ce sont les 2 guides que vous avez ici à l'écran.
En 1934, Antoine Bon, spécialiste d'architecture médiévale, en particulier dans la Morée-Franck, publie aux éditions de la librairie Kaufmann un petit guide d'Athènes et de ses environs, où la ville moderne occupe une bonne place. On peut rattacher à cette production non académique les livres et articles que les membres publient à leur retour en France sur la Grèce, où ils réservent toujours une place importante à l'Athènes moderne. Il suffit de citer en exemple le volume peu connu mais exemplaire de Antoine Grenier, membre en 1846, qui consacre de nombreuses pages à la capitale et à sa population dans le livre La Grèce, publié en 1863. On pourrait citer aussi Gaston Deschamps, qui, dans le livre La Grèce d'aujourd'hui, qui fait la pièce à Edmond About, consacre les 2 tiers de son livre en réalité à la ville d'Athènes. Plus ciblés sont les articles parus dans la presse au XIXe siècle. Ce sont souvent d'authentiques études qui relèvent des sciences politiques ou du journalisme politique. Je n'en citerai que 2 exemples. Athènes pendant la guerre, paru sous la plume de Charles Picard en 1913 dans la Revue de Paris, et qui décrit la position et la vie à Athènes pendant la guerre sur le front de Macédoine. Et puis, un article publié de manière anonyme, mais identifié par une mention manuscrite, c'est le document de droite, qui est Gustave Fougère, dans le Journal des débats du 28 novembre 1788, intitulé « Lettres de Grèce ». Il y traite en particulier de l'inauguration du Zapéion d'Athènes, initialement destiné au rétablissement des Jeux Olympiques. Et il décrit du coup tout le quartier qui s'est développé autour du Zapéion. L'étude des archives personnelles et inédites des membres permettrait sans doute de compléter ce bref panorama. La mise en ligne récente des archives de Paul Vidal de Lablache, membre en 1867 de l'école, fondateur de la géographie historique, a rendu accessible une note autographe du père de la géographie, note autographe sur la ville d'Athènes et la question d'Orient, avec une allusion à la réalisation, trop lente à ses yeux, de la ligne de chemin de fer d'Athènes au Pirée. Pour être complet sur ce tableau, il faut citer un livre très connu, le livre sur Athènes, publié en français par Lia et Raymond Maton, professeur à l'Institut français d'Athènes, à partir de 1942. Athènes et ses monuments du XVIIe siècle à nos jours, publié en 1963 dans la collection de l'Institut français d'Athènes, série Villes et paysages de Grèce. C'est un véritable best-seller. Il est assez symptomatique de noter que ce livre a été publié non pas à l'École française d'Athènes, mais à l'Institut français d'Athènes, après la création de l'Institut. Il vaut la peine de s'arrêter un moment sur ce point et rappeler brièvement la place des études sur la Grèce moderne, c'est-à-dire post-byzantine, d'une manière générale à l'école. L'école s'est intéressée à la Grèce moderne, mais toujours dans la perspective du comparatisme et du temps long. Le décret de fondation de 1847 donne pour mission l'étude de l'hellénisme, de la langue, nous l'avons vu tout à l'heure, et de ses mutations. À partir de 1850, l'Académie des inscriptions donne des sujets d'enquête que les membres doivent traiter, nous l'avons vu, et toujours, ou du moins très souvent, ces sujets insistent sur la comparaison nécessaire entre l'Antiquité et le contemporain. Par exemple, recueillir dans les dialectes, c'est un sujet que je cite, de 1857, recueillir dans les dialectes populaires de la Grèce le vocabulaire de l'agriculture, des arts et de l'industrie, et comparer les mots dont ils se composent avec les chapitres correspondants de l'onomasticon, donc le dictionnaire, du grammairien Pollux. Tirer de cette comparaison les inductions qu'elle peut fournir concernant la langue, les usages et les mœurs de la Grèce aux diverses époques de son histoire. C'est ainsi que Fustel de Coulanges, quand il va à Chios pour faire son mémoire, étudiera le dialecte local et le confrontera aux inscriptions découvertes dans l'île. De même, Baudouin va consacrer son mémoire à l'étude du dialecte chypriote médiéval et moderne. Et Deville, auteur d'un premier mémoire sur les mœurs et les chants du peuple grec, publie en 1866 une étude sur le dialecte tsakonien, parlé dans le Péloponnèse, pour le confronter au dialecte des Spartiates. Les membres étaient donc incités à s'intéresser au contemporain pour le confronter au passé. C'est sans doute la source de ce qu'ils écrivent sur la Grèce moderne, qui est une activité régulière, mais très souvent non académique, comme nous l'avons vu pour Athènes. Les membres de retour en France écrivent non seulement sur Athènes, mais sur la Grèce en général, et sur les questions politiques. Georges Perrault, par exemple, écrit sur la situation en Crète, telle qu'il la voit en 1867, mais avant lui,
Léon Thénon, un des tout premiers membres à visiter la Crète, promotion de 1856, publie dans Le Correspondant, en 1861, un article retraçant de manière extrêmement détaillée, puisqu'il l'a vu de ses yeux, une insurrection en Crète en 1858, où il analyse dans une perspective historique les différents pouvoirs qui ont occupé la Crète dans les siècles passés. Cet intérêt personnel pour le pays et son peuple est finalement fréquent chez les membres à toutes les époques. Le propos de Fustel de Coulanges, que rapporte Victor Bérard dans une de ses lettres inédites, vaut pour une partie des membres de l'École française d'Athènes. Voici ce que dit Victor Bérard. Il cite Fustel de cette manière. Avant de partir pour Athènes, Fustel a écrit à un ami « Je ne cours pas à la recherche d'une marche oubliée de l'Acropole », ça c'est contre... évidemment Belay, je ne cours pas à la recherche d'une marche oubliée de l'Acropole, je vais observer les hommes, et ceux d'autrefois, et ceux d'aujourd'hui. On en trouve des traces de cette perspective dans leur correspondance amicale des membres, comme celle de Jameau, ou familiale, ou même dans leur pratique de la photographie, quand nous avons la chance de la posséder aujourd'hui. Les albums photographiques, par exemple, d'Antoine Bon, dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des albums qu'il a composés dans ses voyages lorsqu'il travaillait sur les forteresses franques du Péloponnèse et de Béotie et de Thessalie et d'ailleurs. On voit bien que dans les photos qu'il a prises, un certain nombre sont des photos à caractère ethnologique sur le pays et ce qu'il observe. C'est d'ailleurs le même Antoine Bon qui va servir de photographe pour ces deux livres qui connaissent un succès, sinon mondial, en tout cas national en France, puisqu'on en trouve des dizaines d'exemplaires, voire des centaines d'exemplaires, les albums En Grèce et Retour en Grèce, dont l'auteur est Fernand Chapoutier, un autre membre de l'École française d'Athènes. Dernier point, pour finir, le domaine du contemporain à l'École française d'Athènes a tous les aspects d'un champ scientifique contrarié. Il faut attendre la direction d'Albert Dumont, 1875-1878, c'est une des directions les plus courtes, mais une des plus efficaces de l'École française d'Athènes, pour voir les études sur la Grèce moderne entrer dans le champ des conférences du nouvel institut de correspondance hellénique, de manière un peu académique. Cet institut est fermé pendant quelques années. Il est rouvert en 91 par Romol, qui rédige les statuts de cet institut avec un article 2 qui stipule « Cet institut a pour objet l'étude scientifique de l'hellénisme à toutes les périodes de son histoire, dans toutes les manifestations de son génie, dans les rapports avec toutes les civilisations. » Et pour vous donner un exemple, puisqu'on a quelques cartons d'invitation sur ces conférences, un exemple un peu plus tardif, on voit le membre belge Henri Grégoire parler de la séparation des églises et Charles Picard, dans une autre conférence, parler de la vendetta albanaise, telle qu'elle se pratique de son temps. C'est Charles Picard qui énoncera le plus fermement cette ouverture dans un texte retrouvé aux archives récemment. Probablement que sa participation à la Première Guerre mondiale comme officier de l'armée d'Orient lui a permis de suivre et de participer aux recherches sur les provinces grecques du Nord, Macédoine et Thrace, et lui a donné un certain nombre d'idées. Dans un rapport d'activité publié par l'Académie et qu'il rédige, il fait la liste des travaux scientifiques réalisés par l'armée d'Orient. Fouilles de sauvetage sur le front, relevé des monuments byzantins de Salonique, catalogue des trésors photographiques des trésors du mont Athos, catalogue des stèles byzantines, c'est le petit texte que vous avez en bas, enquête ethnologique en Thrace et en Macédoine, avec des dessins, des relevés et des photographies. Sans doute cette expérience l'inspire lorsqu'il prend la direction de l'école immédiatement après la guerre. Lorsqu'une fois directeur, il écrit dans cette note dactylographiée, qui est son rapport d'activité envoyé au ministère et resté inédit, le directeur, donc Olivier Picard, a repris la préparation d'un projet personnel touchant les études byzantines et néo-grecques, qui ne saurait être exclu, sans dommage, du programme général de l'École française d'Athènes. Il confie cette tâche à Octave Merlier, ancien candidat à l'école, professeur à l'école Giffard, et à sa femme Melpo Merlier, qui, musicologue, poursuit des recherches sur la musique byzantine et les chants populaires provinciaux. Et Picard conclut son rapport de cette manière: on vise à fonder ainsi, peu à peu en Grèce, sous les auspices de l'Institut supérieur d'études françaises, c'est-à-dire cet institut qui dispense les cours de français, un centre nouveau d'études scientifiques, à la fois archéologiques et philologiques, se rapportant spécialement à la Grèce byzantine et moderne, la publication d'annales où prendraient place à des intervalles non déterminés les travaux des spécialistes groupés par l'école est déjà prévue et s'organise. Picard avait même envisagé de faire de la revue Libre, dont Lucile a parlé tout à l'heure, que publie Louis Russel, de faire de cette revue
la revue sur la Grèce contemporaine. Son départ de la direction, la même année, l'empêche de réaliser son projet. Mais il y a un cas qu'il a réalisé de facto, même sans suite, c'est le cas de Louis Roussel, qui est membre en 1906 et qui publie en 1921 la première étude sur le Charagueuse ou le théâtre d'ombre à Athènes, jamais publié dans le milieu académique. C'est le livre toujours de référence sur le Charagueuse et le théâtre d'ombre qui a été publié par ce membre de l'école. Et il en a même fait un sujet de conférence dans ce fameux Institut supérieur d'études françaises dont Picard disait qu'il devait devenir le bras moderne de l'école française, de l'Institut de correspondance hellénique. L'éloignement institutionnel entre l'école française d'Athènes et l'Institut supérieur d'études françaises bloquera dans l'entre-deux-guerres définitivement cette perspective. Et l'école d'Athènes, en charge de sites archéologiques importants, on commence à fouiller Malia, après Delphes, Délos, Thasos, on commence à fouiller à Malia, à Dréros, dans les années 20 et 35, et des charges de publication très lourdes laissent de côté la Grèce contemporaine, en particulier après 1945, date de création de l'Institut français d'Athènes comme établissement autonome. Octave et Melpo Merlier réaliseront finalement de leur côté en partie le projet de Charles Picard, le premier avec la collection de l'Institut français, dont vous avez ici quelques couvertures qui ont fait l'objet d'une exposition cette année organisée par Michael Auchan et la conservatrice de la bibliothèque ici dans les locaux de la bibliothèque. Donc Octave Merlier avec la collection de l'Institut français et la seconde avec la création du Centre d'études d'Asie mineure où elle poursuivra ses études de musicologie. On comprend mieux dès lors pourquoi le livre des Matons a été publié dans cette collection et par l'Institut français. Il faudra attendre en fait 1985 pour que le champ scientifique de la Grèce moderne soit réintroduit officiellement dans le champ des recherches de l'école et 1991 pour que soit créé un poste de membre moderniste et un chargé des études modernes. Mais c'est le décret de 2011, c'est-à-dire il y a 8 ans, qui permet la création officielle d'une section moderne et contemporaine avec une direction des études propres. Pour conclure, cette analyse du double lien qui attache l'école à la ville d'Athènes fournit, je crois, le moyen de faire une histoire de l'école qui réintègre tous les aspects de sa riche aventure et pas seulement son aventure archéologique, et permet de donner un sens à la trajectoire qu'a suivie cette institution en Grèce depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Elle permet aussi d'éclairer plus particulièrement la politique de ces dernières années. C'est en raison de la place et du rôle de l'école dans l'histoire urbaine de la ville que le bâtiment a été classé monument historique à mon initiative en 2015, qu'il a été décidé de conserver et de restaurer le plafond de la salle de conférence, que nous avons publié le livre de François Loyer sur l'architecture néoclassique à Athènes et produit un court documentaire que vous verrez ultérieurement un autre jour sur le dernier atelier de fabrication de terre cuite architecturale à Athènes. C'est en raison du rôle de l'école comme acteur social et culturel à Athènes qu'a eu lieu l'exposition d'art contemporain avec Néon et que les jardins ont été ouverts au public à cette occasion, qui est organisée depuis 3 ans le cinéma en plein air avec l'Institut français de Grèce et que nous avons créé l'association des amis de l'école française d'Athènes qui est ouverte ici à Athènes. C'est pour donner une suite aux conférences de l'Institut de correspondance hellénique telles que Albert Dumont l'imaginait, qu'ont été organisés et structurés les séminaires dont je vous ai parlé, spécialisés, présentant l'actualité de la recherche, en céramique, et en céramique moderne en particulier, séminaire particulièrement cher à mon cœur, en numismatique, en nouvelles technologies ou en histoire économique. C'est pour fonder sur des bases académiques l'intérêt constant des membres pour Athènes que nous avons créé des programmes de recherche et organisé des manifestations telles que le programme Paris-Athènes ou l'exposition Athènes 17. Et c'est pour cette raison que nous sommes très heureux de participer à l'Atlas social d'Athènes avec l'Université du Pandion. Enfin, c'est pour inscrire les recherches sur la Grèce contemporaine dans la politique scientifique de l'établissement qu'a été créée formellement la section autour de programmes de recherche en propre et en collaboration, produisant des données originales sur des fonds d'archives et appuyée enfin sur une revue dédiée, le BCH moderne et contemporain. Ainsi, aujourd'hui, avec ces 2 sections bien établies, sur le terrain des fouilles et sur les fonds d'archives, avec des outils innovants propres à chaque domaine, l'École française d'Athènes continuera d'être, je l'espère de tout cœur, cet institut de recherche fondamental sur l'hellénisme, travaillant avec bonheur de la préhistoire à nos jours. C'est son destin et sa mission. Je vous remercie.